Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les amis de mes amis sont pas forcément des contacts à accepter sur les réseaux sociaux quand on ne le connaît pas. Démonstration à suivre avec la famille tout écran et le Clémy bien sûr. Moi je l'accepte en contact, je l'accepte en ami. C'est Gaël Musquet. Pourquoi? Parce que Gaël, évidemment, tu as une idée derrière la tech et aujourd'hui tu vas nous parler du réseau de l'Internet des objets. Il s'appelle LoRa. Il permet à 225 millions d'objets connectés d'échanger un paquet de données quand même. Oui, complètement. On a, grâce à ce réseau, une faible consommation. On peut alimenter ces petits capteurs avec des pieds. On va voir comment ce réseau LoRa a pris de l'importance à la fois chez les bidouilleurs et chez les industriels. Et on en parle avec toi en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, on va apprendre en jouant grâce aux outils ludopédagogiques inventés par des profs pas comme les autres, de l'histoire et de la géographie à l'éducation, aux médias et à l'information. Comment conçoivent-elles ces quiz, ces jeux de plateau à utiliser en classe et surtout aussi en dehors? Pour en parler, une habituée de l'école du futur, Juline Ancotin-Roux. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Vous êtes toujours professeur d'histoire et géographie au CFA Simone Veil de Rouen, toujours finaliste 2021 du Global Teacher Prize et autrice de cette formidable boîte de matériel de la classe autonome. C'est à retrouver chez Hachette Éducation. Bonjour à vous. Bonjour. Et également à vos côtés, Nolwenn Tréondard. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, co-créatrice du jeu Semiocity sur l'éducation aux médias et à l'information pour les collèges et les lycées. C'est également aux éditions Hachette Éducation et soutenu par le ministère de la Culture. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle et on joue surtout dans un instant, mais d'abord, focus. Alors l'amitié, ouais, c'est crucial. Mais en va-t-il de même dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut accepter tous les demandes de contact, même quand on ne connaît pas celles ou ceux qui les formulent? Attention, un indice est peut-être caché dans la proposition précédente. Réponse en tout cas tout de suite avec notre série La famille tout écran et le Clémy. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et? Et il y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis. Et voilà pour la famille tout écran. T'acceptes toutes les demandes d'amis, toi? Ah non, en général, j'évite quand j'ai pas rencontré les gens. En physique, pour de vrai. Mais c'est Voilà. super bien, donc je connais absolument tous les conseils de cette famille formidable. Nous, on va partir justement vers d'autres cieux formidables. On va jouer aujourd'hui avec ces outils ludopédagogiques inventés par les profs, pour les profs, mais surtout pour les élèves. C'est le talk, première partie. Et aujourd'hui, pour nous parler de ces dispositifs, Juline Ancotin-Roux, professeure d'Histoire-Géo au CFA Simone Veil de Rouen, finaliste du Global Teacher Prize 2021 et autrice non seulement de cette méthode, la classe autonome dont vous étiez déjà venu nous parler, mais aujourd'hui de la boîte matérielle de la classe autonome. C'est chez Hachette Éducation. On va plonger dans ce matériel, dans ces quiz et ces flashcards dans un instant. Nolwenn Tréondard, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes la co-créatrice avec 2 enseignantes du jeu Semiocity. Évidemment, il s'agit d'éducation aux médias et à l'information, à destination des collégiens et des lycéens, également chez Hachette Éducation, assez soutenu par le ministère de la Culture. Alors d'abord, première question, mesdames, comment vous est venue cette idée folle de
changer, de faire ce gap, ce saut pédagogique et de se dire que l'innovation, elle passe aussi par l'outil, elle passe aussi par le toucher, par le faire, Juline? Mais moi, ça m'est venu parce que j'étais un professeur frustré, en fait. Je voyais que je mettais beaucoup d'énergie à préparer des cours, à essayer de faire des supports divers, et je voyais que mes élèves ne retenaient pas assez ce que je leur enseignais. Et un jour, je me suis vraiment posé la question, pourquoi des élèves que j'ai aussi en soutien scolaire, à qui je ne fais pas cours, progressent bien plus vite, apprennent bien plus vite que des élèves à qui je donne beaucoup d'énergie. Et c'est là que j'ai commencé à chercher, et j'ai découvert les pédagogies Montessori, Freinet, j'ai découvert les travaux de Céline Alvarez, et c'est devenu une obsession. Je me suis dit, est-ce que ça existe pour des adolescents? Est-ce que quelqu'un y a déjà pensé? Et donc, ça n'existait pas beaucoup, donc je l'ai créé. Bon, exactement. Vous l'avez créé et justement, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut faire confiance à ces apprenants, à ces élèves. À partir du moment où on leur met justement l'information, le savoir entre les mains, ils peuvent jouer avec, ils peuvent se le réapproprier. Oui, en fait, il faut que l'outil soit efficace et pertinent. Et quand je forme des enseignants, c'est la première chose que je leur dis. Est-ce que ce que vous faites est efficace? Et donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'essayer de trouver pour chaque élève ce qui va être efficace. Et donc, moi, c'est sûr que dans la boîte, on a mis du matériel qui est testé depuis 4 ans. Moi, c'est exactement ma classe autonome que je fais depuis 4 ans au CFA Simone Veil. Testé et approuvé par vos étudiants au collège Simone Veil, en effet, au lycée même Simone Veil, en effet. Au CFA d'ailleurs, tout court, complètement. Nolwenn, ça c'est intéressant ce que nous dit Juline, parce qu'en effet, en réalité, on pourrait se dire que le premier public, ce sont ces élèves, ces collégiens, ces lycéens, ces collégiennes et lycéennes, mais en réalité, ce sont les profs. C'est votre job en tant que maîtresse de conférence de vous mettre aussi à l'écoute de ces enseignants et de ces enseignantes qui parfois peuvent se trouver un peu dépourvus finalement en matière d'innovation pédagogique. En fait, moi je suis responsable d'une formation qui s'appelle Pratique numérique en éducation, qui est à l'INSPE de Lorraine. Et ça fait déjà 5 ans que je suis responsable de cette formation. Et donc on reçoit une dizaine d'enseignants tous les ans qui viennent du primaire, du secondaire, donc c'est du pluridisciplinaire. Ils sont là pour apprendre, en fait, pour renouveler leur pratique en lien avec le numérique. Et face au numérique, eh bien, on peut être à la fois critique, mais on peut être aussi créatif. Et donc, on essaye d'allier les deux. Et donc, c'est vraiment l'idée de ce jeu, c'est dans la continuité d'une formation où on apprend à jouer avec le numérique, à créer avec le numérique, tout en acquérant une distance critique, en fait, face à ces nouvelles technologies. Et ce jeu, en l'occurrence, il s'appelle Sémiocity. Tiens donc, petit clin d'œil en matière de définition. Sémiocité, c'est pas pour rien, parce que vous utilisez pour justement aider ces collégiens, ces lycéens à se réapproprier l'information, la lutte contre les fausses nouvelles, contre le complotisme aussi. Vous leur mettez dans les mains de la sémiologie. Oui, mais c'est beaucoup plus drôle quand on dit Sémiocity. C'est vrai. C'est eux qui l'ont trouvé d'ailleurs, ce nom Sémiocity. Les élèves eux-mêmes? Mes étudiants. Alors, c'est des enseignants expérimentés, hein, ils ont une 40aine d'années. Mais ouais, tout est parti d'un projet en fait, du ministère de la Culture. Il faut savoir que c'est un projet de recherche à la base qui s'appelle Interpréter les images chocs en temps de crise sanitaire. Donc voilà, qui porte sur les images qui peuvent nous provoquer des réactions émotionnelles un petit peu compliquées. Et donc, dans lesquelles j'ai entraîné mes étudiants en leur disant bah voilà, on se lance dans quelque chose, on ne sait pas encore où on va aller, mais on aura peut-être un jeu à faire, ça fait partie des livrables du projet. Et donc pendant 2 ans, donc on a eu deux fournées d'enseignants différents qui ont travaillé sur ce jeu. Donc il y a 2 enseignantes, on va dire un peu principales, qui ont travaillé, qui viennent du primaire d'ailleurs, également une équipe d'une dizaine d'enseignants qui ont mis la main à la pâte aussi à ce jeu, entourés d'une équipe de chercheurs en sciences de l'information, de la communication, spécialistes de l'EMI, de l'éducation média à l'information, et de gens en game design, car j'ai aussi recruté des nouveaux intervenants capables de leur expliquer mais comment on crée un jeu, comment on fait, qu'est-ce que le game design, quelle est la dimension ludique, quelle est la dimension pédagogique qu'on peut lier au jeu. Donc tout ça, en fait, c'est le fruit d'un processus qui a duré 3 ans pour arriver à la mise au point de ce jeu. Et je reviens juste sur la sémiologie, parce que c'était pas le question de départ. Donc effectivement, nous, on part d'une idée qui est celle de dire l'éducation à l'image, c'est, oui, il faut apprendre aussi un petit peu la grammaire sémiotique, mais il faut aussi apprendre à interpréter. Et donc, c'est ce que nous, on appelle de la sémiotique sociale. Donc, c'est un bien grand mot. Mais l'idée, c'est ça. Il y a des codes, il y a des signifiants, des signifiés sur cette image. Mais on interprète aussi en fonction de nous, de notre sensibilité, de nos croyances, de nos connaissances. Et en fait,
tout part de l'idée de comment on fait aujourd'hui pour interpréter des images. Et est-ce qu'on peut se donner ce temps-là d'interprétation ? Absolument, parce qu'il faut d'abord se rappeler que l'éducation aux médias et l'information, on en fait souvent ici dans cette émission, mais c'est une loi avant tout, en l'occurrence celle du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école. Le but, c'était de se dire que cette éducation, encore une fois, aux médias et à l'information, eh bien, elle permet de préparer les élèves d'aujourd'hui à être des citoyens de demain. Elle a été renforcée plusieurs fois d'ailleurs, en 2015 évidemment, après les attentats terroristes de Paris, et puis vous le disiez, vous avez fait partie de cet appel à projet, notamment avec le ministère de la Culture en 2021, pour lutter notamment contre la défiance vis-à-vis de la science et de toutes les fausses nouvelles qui ont pu malheureusement se développer pendant la pandémie. L'éducation aux médias et à l'information, c'est sine qua non pour comprendre le monde dans lequel on vit. Tout à fait. Et j'ai de plus en plus d'enseignants qui viennent apprendre dans ce master l'éducation média à l'information. Au début, ils venaient surtout pour apprendre à utiliser des outils numériques. Et aujourd'hui, j'en ai de plus en plus. Ils veulent comprendre quelles sont les pratiques de leurs élèves, comment... et c'est, en fait, c'est la condition sine qua non pour pouvoir enseigner aujourd'hui. Donc ça va du cyberharcèlement à la désinformation, fake news, mais également la sémiotique de l'image, comme on l'a vu là. Et c'est vrai que nous, on leur propose tout un panel en fait, d'enseignement autour de ça. Aujourd'hui, tous les enseignants sont censés faire de l'éducation aux médias à l'information. C'est transversal. Mais comme c'est transversal et que ce n'est pas une matière à part entière... Qui doit s'en occuper ? C'est un peu la question. C'est un peu la question. C'est un peu tout le monde. C'est surtout les professeurs documentalistes. Mais il n'y a pas de raison. En fait, il faut qu'elles travaillent avec les autres enseignants. Et donc, moi, j'essaie de sensibiliser du primaire au secondaire, quelles que soient les matières. Voilà. Tous les enseignants à en faire, c'est important aujourd'hui. J'ai envie de retourner la question à Juline, parce que quand on est prof d'histoire-géo à ce CFA, dans ce CFA à Rouen, forcément, en faisant de l'histoire de la géographie, on va aussi pouvoir décoder à un moment donné l'information, se réapproprier cette façon de pouvoir mieux lire le monde autour de soi. C'est une question qui revient souvent justement auprès de vos élèves. On avait un chapitre dans l'ancien programme où vraiment on faisait de l'éducation aux médias. Moi, j'aimais beaucoup ce chapitre et justement, je travaillais sur comment décoder les fake news, etc. C'était assez intéressant. J'avais utilisé un petit fascicule qui avait été fait par le journal Le Monde, qui était très très bien. Mais ce chapitre n'existe plus dans le nouveau programme. Donc je suis un peu triste parce qu'on ne l'a plus du tout. Alors moi, je l'ai gardé pour mes CAP chocolatiers qui n'ont pas de programme, donc je continue à faire avec eux. Mais tous mes autres élèves qui sont en CAP n'ont plus malheureusement cette éducation aux médias. Donc c'est un parti pris effectivement de l'enseignant d'histoire-géographie, d'éducation, d'enseignement moral et civique, de prendre du temps pour le faire. Et effectivement, on peut parfois être démuni. Donc c'est une idée formidable, je trouve, de pouvoir avoir un jeu. Moi, pour mes CAP, je le prends. Bon, Juline va repartir avec ses musiques à la fin de cette émission. Mais tant mieux. Et j'aimerais bien que le Nolwenn reparte aussi avec la boîte matérielle de la classe autonome. Ça tomberait bien. Gaël. Oui, j'entends de plus en plus dans les conférences où j'interviens des profs qui sont, en plus des fake news, là, se retrouvent aujourd'hui complètement désemparés par rapport aux robots conversationnels qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, DALL-E et d'autres, et qui justement là se retrouvent... Alors, tu es déjà désemparé sur des choses qui sont quand même déjà assez anciennes dans la pratique et la consommation de certains médias par les enfants. Et là, l'arrivée de ces robots conversationnels chamboule énormément pour eux leur quotidien. Mais il faut leur devoir dessus. Mais je comprends pas. Voilà. Ils prennent pas de recul. Est-ce que vous avez commencé, alors je sais que c'est très récent, il y a un an on n'en parlait pas, aujourd'hui c'est l'actualité hebdomadaire. Est-ce que vous commencez à voir arriver ce type de questionnement pour y adresser avec ce type Alors avec la classe autonome, on n'a pas ce problème. D'accord. En fait, parce que les élèves ne travaillent pas à la maison. Les élèves travaillent en classe. Okay. Et donc, beaucoup d'amis m'ont envoyé des choses sur ChatGPT et moi, je leur disais non, mais je n'ai pas de problème avec ça parce que vraiment, mes élèves travaillent en classe et ils font tout le travail en classe. Et en plus, moi, comme j'ai des apprentis, je n'ai pas le droit de leur donner de devoirs à la maison. Mais j'ai beaucoup d'élèves en soutien scolaire et effectivement, ils m'en parlent beaucoup. Et moi, je l'utilise avec eux, en fait. On l'utilise pour faire des synthèses, pour voir quel discours ils construiraient. Et on prend du recul et on essaye de retravailler dessus. Et j'ai beaucoup discuté avec Cécile Catelin, qui est un professeur qui a fait justement une chronique en disant mais c'est pas le diable, ChatGPT, il faut apprendre aux professeurs à l'utiliser. Et elle l'utilise
l'utilise en cours de français de façon assez extraordinaire. Donc je pense qu'il faut le voir comme faut essayer de le prendre comme un outil et apprendre aussi aux élèves à s'en servir. Oui, Nolwenn, d'ailleurs, Gilles Babinet, qui a été notre champion européen du numérique auprès de la Commission européenne et ancien premier d'ailleurs président du Conseil national du numérique, dit souvent qu'en réalité, ce n'est pas tant de l'outil ChatGPT ou des IA génératives dont il faut avoir peur, c'est plutôt de ceux et celles qui sauront les maîtriser par rapport à ceux et celles qui ne sauront pas. Oui, en fait, pour nous, ChatGPT, effectivement, c'est arrivé cette année. Et donc, moi, j'ai plusieurs enseignants qui ont voulu faire un projet autour de ChatGPT au primaire. Donc, nous, dès le primaire, ouais. Donc, l'idée, c'est, on travaille beaucoup aussi en littérature numérique. Donc, c'est comment on fait de la création littéraire à partir d'outils numériques. Et ChatGPT, c'est aussi un outil formidable, en fait, pour comparer qu'est-ce qu'on peut donner comme consigne, en fait, à cet outil, comment il peut créer à partir de consignes qu'on lui donne. Donc, il ne s'agit pas du tout d'en avoir peur ou de se méfier de ce qu'ont faire les élèves, mais bien au contraire, pour un enseignant, de s'amuser avec, de voir ce qu'on peut en faire et d'imaginer des séquences pédagogiques autour de ChatGPT. Et j'ai hâte de voir les résultats de cette expérience primaire qu'ils sont en train de mener. Ouais. Vous reviendrez nous en parler, dis donc, quand elle sera terminée cette expérimentation. On va quitter un tout petit peu l'univers de la tech pure et dure et des IA génératives parce que vos jeux, ce sont bien des jeux low-tech, des jeux de plateau auxquels il est important de jouer, même de se les mettre dans les mains, j'ai envie de dire. L'interdisciplinarité, elle est aussi au cœur de vos démarches communes et respectives. C'est primordial de casser certains silos en matière d'éducation pour pouvoir faire de la pédagogie à 360 degrés. On s'en rend compte dans, évidemment, l'éducation aux médias et l'information. On a besoin d'histoire, on a besoin de géographie, on a besoin d'économie, on a besoin de sociologie, on a besoin de plein de matières pour réussir à décrypter l'actu. Même chose du côté de la classe autonome. Si on n'est pas alerte pour pouvoir manipuler toutes ces disciplines différentes, on n'arrive pas à les rendre cohérentes. Interdisciplinarité à jamais. Team interdisciplinarité. Oui. Puis, surtout, moi, en soutien scolaire, j'aide les élèves sur vraiment beaucoup de matières différentes. Et ça les impressionne beaucoup, alors que je leur dis maintenant, ça devrait être plus généralisé. Et la classe autonome, elle s'adapte à toute matière et à tout niveau. Donc, quand je vais former des enseignants, je peux avoir autant la police des pêches, le traçage industriel que du latin. Donc, moi, j'adore. Je teste plein de choses et je vois comment tout ce matériel et cette philosophie pédagogique peut s'adapter à tout niveau, du primaire jusqu'aux étudiants en médecine. Casser les silos entre ces disciplines, ça fait sens instantanément pour les élèves, c'est ce que nous dit notamment Juline. Est-ce que ça fait sens aussi pour les profs que vous voyez passer dans Oui, étonnamment, oui, en fait. Donc, nous, on a des enseignants du primaire et du secondaire, tout mélangés. Et c'est justement une équipe pluridisciplinaire qui a conçu le jeu. Et ils font aussi des séquences pédagogiques qu'ils vont tester entre enseignants du secondaire et du primaire. Et donc là, j'ai eu récemment des enseignants du primaire qui ont conçu une séquence pédagogique avec des enseignants du secondaire. Ils sont allés la mettre en œuvre aussi dans la classe. Ils étaient hyper enthousiastes, en fait, à l'idée d'avoir découvert ce nouveau monde. Et donc, pour moi, c'est absolument, en fait, une chance et une richesse de pouvoir les mélanger au sein d'un petit master et de parvenir à la création de tels jeux. Donc, c'est à la fois, au niveau des enseignants, je trouve qu'en fait, il y a une évidence qu'on n'imagine pas, mais c'est pour eux une réelle chance de pouvoir discuter entre primaire, secondaire, mais également entre toutes ces disciplines qui n'ont pas l'habitude de dialoguer. Et donc, nous, on essaie de créer les conditions d'un dialogue et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à partager entre un enseignant de maths, de français, d'histoire géo. Et l'EMI, c'est justement un outil qui permet de décloisonner, de casser ces silos. Ces enseignants et enseignantes, justement, que vous rencontrez tous les jours, toutes les deux, ils vous disent quoi? Ça manque en réalité aujourd'hui dans le système scolaire actuel, le fait de pouvoir, encore une fois, casser ces silos, sortir des sentiers battus, pouvoir se réapproprier des outils et échanger toutes et tous ensemble. Ah oui, moi, ils me disent qu'effectivement, ils sont contents de pouvoir se rencontrer et d'échanger sur de la pédagogie. Parce que finalement, il y a assez peu de pédagogie à l'école, c'est assez paradoxal, mais moi c'est ce qu'ils me disent tous dans les formations, enfin une formation où on fait de la pédagogie. Et même dans l'enseignement, moi j'ai une assistante qui est étudiante en sciences de l'éducation, elle est venue avec moi à une formation et elle m'a dit mais
mais c'est ça que j'ai envie d'apprendre à l'université et c'est pas ça que j'ai, quoi. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je porte. Je milite pour que la pédagogie redevienne le centre. Donc les professeurs sont contents de pouvoir échanger sur de la pédagogie, essayer des choses de plusieurs matières. Ça, ils aiment beaucoup. Et se retrouver à la place de l'élève d'un seul coup et se dire, attends, il faut que je fasse un atelier de classe autonome de chimie ou de latin ou d'anglais. Ils se rendent compte de la difficulté et c'est très important de retrouver cette place d'élève quand on est enseignant depuis longtemps, pour se rendre compte que c'est pas toujours évident. Ouais, l'autonomie, elle est autant finalement pour les élèves que pour les profs eux-mêmes. Dans un instant, on va plonger dans le contenu de ces boîtes. Je vous l'ai promis, on allait jouer, on a des jeux de plateau. C'est le moment ou jamais de pouvoir justement plonger dedans. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Juline Anquetin-Rault et de Nolwenn Tréondard. Aujourd'hui, vous le savez, on joue avec ces jeux ludopédagogiques, jusque-là tout va bien, c'est assez logique, inventés par des profs pour les profs et les élèves. Mais d'abord, je crois que Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on parle du réseau de l'Internet des objets, le protocole LoRa qui permet d'ailleurs toujours aujourd'hui à 225 millions d'objets connectés d'échanger, encore une fois, un bon paquet de données. Tout à fait. Dans la course effrénée à la connectivité, la montée en débit, le fait de pouvoir connecter de plus en plus d'objets et qui communiquent entre eux avec des débits les plus élevés possible a souvent été l'argument commercial d'évolution et de déploiement des réseaux, notamment de téléphonie mobile. Il y a plusieurs manières de connecter un objet connecté. On peut le faire en Wi-Fi, on peut le faire en Bluetooth, on peut le faire en Bluetooth Low Energy, on peut le faire en Thread, en Zigbee, en NB-IoT. Les protocoles, il y en a plein. Ils ont tous des avantages et des inconvénients, mais des Français, deux entreprises d'ailleurs, ont décidé de prendre le chemin inverse et de plutôt se concentrer sur des objets qui communiquent avec un très bas débit, consomment très peu d'énergie, ont un coût très faible,
une longue portée et qui fonctionnent, hein, malheureusement. Heureusement, ces objets, souvent sur des piles. Donc, on comprend l'importance qu'il y a à maîtriser à la fois la consommation d'énergie de ces objets. Et pour ça, pas 36 solutions. Hein. Il faut, pour consommer le moins d'énergie possible, que les débits, malheureusement, soient le plus faible possible. Il y a 2 projets emblématiques, Sigfox et Semtech, qui a commencé d'abord chez Cicleo à Grenoble, Sigfox à la Beige du côté de Toulouse. Et ils ont même d'ailleurs régional de l'étape, c'est bon. un réseau une appellation opposée à la téléphonie mobile qu'ils ont appelé la 0G. Absolument. Vraiment le parti inverse en fait de ces réseaux téléphonie mobile très 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 haut débit. Et Cicleo s'est fait racheter par un constructeur de semi-conducteurs américain qui s'appelle Semtech en 2002. Prouve un peu l'intérêt de cette technologie. Bon, on a l'impression que c'est un peu le Far West quand même, dans les réseaux de l'Internet des objets. Pourquoi ? Parce que c'est crucial, encore une fois, vous le savez, 50 milliards d'objets connectés en prévision pour les années à venir. Concrètement, quand on revient à LoRa, comment fonctionnent les transmissions radio ? Alors, LoRa va utiliser, comme Sigfox d'ailleurs, des méthodes de transmission par étalement du spectre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ils vont utiliser donc, des bandes de radio qui sont gratuites, qui sont réservées normalement à l'instrumentation, aux sciences et à la médecine. Le Wi-Fi en 2 Go 4, par exemple, en fait partie. Et on va, en fait, pour pouvoir communiquer, ces objets, ils vont devoir faire varier, en fait, leur fréquence de manière un peu linéaire. Et on doit à une personne, dont on a déjà parlé ici dans l'école du futur. Mais qui est cette personne ? Eddy Lamar, qui, dans les années 60, après la guerre, a perfectionner cette technologie que l'on retrouve aujourd'hui absolument partout, dans les radars, dans le Bluetooth, dans le GPS et tous les réseaux de positionnement. On retrouve Eddy Lamar partout dans les réseaux ? Ben oui, il y a un petit peu d'elle partout. En plus, tu es radioamatrice, donc elle a pu apporter vraiment sa pierre à l'édifice, en plus de ses talents d'actrice et de comédienne. Et donc, sur cette méthode d'étalement du spectre, on va utiliser une méthode particulière qui s'appelle le SHIRP. Et la particularité de cette méthode-là, c'est qu'elle permet de transmettre, comme je le dis déjà, à faible puissance, bas débit, mais avec une grande résistance, une immunité au bruit. Quand on doit transmettre sur de longues distances et qu'on a énormément d'interférences, ça peut être utile. Donc, d'où l'intérêt, en plus de ces réseaux, LoRa permet en milieu urbain de transmettre sur 5 km. Quand on voit qu'on a du mal à capter le Wi-Fi au bout de sa maison, on se rend compte de la pertinence de ce protocole. Et en zone rurale, on peut atteindre les 15 km sur ces réseaux-là. Chaque objet LoRa va communiquer avec une passerelle. Les objets LoRa ne peuvent pas communiquer entre eux. D'accord. Donc on va vraiment avoir besoin d'une passerelle qui va elle-même communiquer avec un serveur. Et c'est ce serveur qui va mettre en interaction en fait, les différents objets, les différents services qui ont besoin des données, qui va assurer aussi la déduplication, la localisation aussi parfois de ces objets. Et c'est une des grandes forces de ce protocole, c'est de vraiment déléguer l'intelligence du réseau sur les serveurs et pas dans les objets pour abaisser évidemment d'un côté leur coût, mais aussi leur consommation électrique. Bon, s'il y a une grande force ce protocole, on imagine que plein de gens l'utilisent. Exactement, aujourd'hui, c'est un des protocoles les plus utilisés en réalité. L'avantage, c'est que du sol au plafond, du sous-sol à l'espace, ce protocole est utilisé aujourd'hui. L'un des avantages, c'est que, comme je disais, si on veut déployer beaucoup d'objets, il faut qu'il soit pas cher. Donc un module LoRa coûte entre 1 et 5 $, sont les capacités du module. On les retrouve aujourd'hui pratiquement dans tous les champs d'application, dans l'agriculture, sur des capteurs agricoles, avec 1 ou 2 piles, pour vous donner une idée. En fonction de la régularité à laquelle on va envoyer les informations, on peut avoir une autonomie sur 1 à 2 piles de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Pour les capteurs qui communiquent le moins. Et c'est super pratique quand on veut installer ces capteurs dans des champs, dans des compteurs d'eau, des compteurs de gaz, qui par définition ne sont pas alimentés sur le réseau électrique. On a des villes comme Londres aujourd'hui qui utilisent ce protocole pour pouvoir vraiment augmenter leur capacité à créer des projets de Smart City, de villes intelligentes. On retrouve ces réseaux dans des satellites. Et pour augmenter évidemment, les champs d'application de LoRa,
système TEC s'est associé avec des grandes communautés comme Arduino, dont on a déjà un peu parlé aussi ici, avec des modules Maker. Donc, Arduino a Communauté Arduino, qui est une des communautés emblématiques de la low-tech, qui permettent en fait d'embarquer ces modules LoRa et à des étudiants dans le milieu scolaire, pédagogique, de développer leurs propres applications, de lancer des CubeSats, de les recevoir, de transmettre des informations qui peuvent être pertinentes pour des stations météo, du suivi d'animaux, du suivi de feux de forêt. Commence à être un peu l'actualité en ce moment. Et donc, on n'a pas fini vraiment d'entendre parler de ce protocole dans nos villes, nos forêts et nos champs. Bidouilleurs, institutions ou encore entreprises, tout le monde est fou de LoRa, L-O-R-A. Pour définir justement ce protocole. Je vous rappelle que c'est important de suivre les chroniques de Gaël Musquet, puisque si vous passez votre brevet de compétences numériques PIX, eh bien justement, toutes ces informations vous seront plus que précieuses. Merci infiniment Gaël pour ce rappel du protocole LoRa. Tout de suite, on va continuer à jouer avec Juline et avec Nolwenn. Vous le savez, aujourd'hui, on passe en revue ces outils pédagogiques innovants inventés par les profs pour les profs. Et je dis par les profs, pour les profs. Oui, mais parce que ce qui est très intéressant, Juline, c'est que dans la boîte matérielle de la classe autonome, je rappelle qu'on peut se la procurer aux éditions Hachette, tout comme Semiocity, Hachette Technique et Hachette Éducation. On se dit, avec plein de mots-clés, qu'on a des aides pour la mémorisation, pour la manipulation, pour l'implication, pour l'envie d'apprendre, pour la réussite. Et je vois quand même un petit label, comme pour rassurer finalement peut-être un peu les enseignants et les enseignantes, conforme au programme officiel. Il faut continuer à rassurer quand même le corps enseignant quand il s'agit de sortir un peu du cadre et d'utiliser des outils innovants pédagogiques. Complètement. Complètement, c'est très très important. Moi, j'ai beaucoup de messages, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent mais est-ce que vous faites le programme? Est-ce que ça respecte le programme? Est-ce que vous arrivez à finir le programme? Et comment vous préparez vos étudiants à l'examen avec cette méthode qui a l'air fantastique? Donc oui, on a besoin de rassurer, de prouver que ça fonctionne, de prouver l'efficacité. Et c'est pour ça que moi, je la fais tester toujours aux enseignants. Quand ils viennent se former à la classe autonome, ils sont élèves pendant 1h30 et ils font sur le matériel pour se rendre compte de ce qui se passe réellement et de se rendre compte de ce qu'on apprend réellement quand on utilise ce matériel. Ce matériel, d'ailleurs, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez mis du temps vous-même à le trouver, à trouver la bonne formule, à découper vous-même des flashcards, des quiz, inventer ces cartes aussi qu'on va pouvoir effacer, qu'on va pouvoir recomposer ensemble. Là, ce que vous nous livrez, c'est combien d'années en fait d'innovation, même personnelle, en matière de pédagogie? C'est considérable. Ce que vous avez dans la boîte, là, c'est 350 heures de travail. Cadeau. Voilà, oui, en fait, ça va éviter aux enseignants de découper, de plastifier, de recoller, mais même juste de le penser, de le créer, parce que ça, c'est un travail en amont qui est très long. Et la classe autonome, c'est le principal écueil, c'est ça, c'est le temps de préparation en amont, de création. Et donc là, avec Hachette Technique, je suis vraiment ravie qu'ils aient suivi cette idée et qu'on puisse sortir du matériel pour que les professeurs puissent s'emparer de la classe autonome sans avoir ce côté très longue préparation et très longue création en amont. Et la classe autonome, c'est aussi une savante musique à savoir mettre en rythme. Vous définissez 3 temps de la classe autonome, comme les 3 temps de la valse. Une phase de cours dit classique, c'est 25% du temps. Une phase de vérification des tests et des quiz qui permet justement l'ancrage de ces enseignements, c'est 15% du temps. Puis les 50% restants, c'est la phase d'atelier, justement. Exactement. Et c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de mon imagination. C'est fondé entièrement sur les découvertes des neurosciences et sur les 4 piliers de Stanislas Dehaene qui sont un cerveau humain pour apprendre, il apprend en étant attentif, en étant engagé activement, en ayant un retour immédiat d'information et en consolidant. Toute la classe autonome et la boîte qu'on a ici est entièrement fondée sur ces 4 piliers. Et c'est ce qui en fait son efficacité. C'est qu'on est allé chercher ce que les chercheurs eux-mêmes nous disent, voir du fonctionnement du cerveau humain. Et ce rythme le fait aussi là aussi, se remettre en phase avec le rythme d'apprentissage des élèves. Pour les enseignants et les enseignantes, c'est aussi se rendre compte du rythme de leur progression. Parce qu'à partir du moment où ils s'approprient justement ces matières, le fait aussi de pouvoir les utiliser de façon interdisciplinaire, on en parlait beaucoup tout à l'heure, ça va aussi leur donner la chance de pouvoir... La méthode porte très bien son nom, la chance de l'autonomie dans leurs apprentissages.
Et puis déjà, la première chose, c'est qu'on redonne l'envie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un matériel qui est ludique, qui est coloré, qui est attractif, qui est esthétique. Donc l'élève a envie d'aller vers ce matériel. Et moi, je rappelle que j'ai quand même des CAP, donc des élèves, pour la plupart, ont un passif très compliqué avec l'école. Ils sont là pour être boulanger, boucher, pâtissier. Ils n'ont pas envie de faire de l'histoire-géographie. Et moi, en classe, je ne peux plus les faire sortir. Ils ne veulent plus sortir du cours d'histoire-géographie. Quand ça sonne, ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils ont retrouvé la concentration, la motivation, le plaisir d'apprendre. Et en même temps, ils apprennent beaucoup mieux parce qu'on a utilisé justement ces piliers des neurosciences, parce qu'on utilise du matériel qui est très efficace. Et les notes sont meilleures, les élèves sont plus heureux, c'est jackpot, ça coche de nombreuses cases. Le bonheur d'apprendre, c'est vraiment l'expression qui ressort encore une fois de la méthode de la classe autonome. C'est celle qu'on peut aussi finalement appliquer à Semocity, Nolwenn, parce que c'est vrai qu'en jouant, en proposant un jeu de plateau qui va être déconnecté des écrans pour se réapproprier cette éducation aux médias et l'information, jouer avec l'actu, reconnaître les images aussi différemment, apprendre que peut-être qu'avant l'information sur écran, il y a aussi l'information papier, finalement, et qui reste très visuelle. Là aussi, c'est un bonheur de pouvoir se réapproprier l'info. Ouais, c'était le parti pris, effectivement, d'avoir une variété de lieux médiatiques. Donc, on en a 5, en fait, sur le plateau. Vous avez les divertissements. Donc, ça peut être des choses tirées comme vous avez là, des jeux vidéo, de séries comme The Walking Dead. J'ai la carte de Walking Dead juste voilà. ici. On va pas tout l'avoir, mais je l'ai entre les mains. Vous avez aussi du Squid Games, par exemple. Voilà, vous avez des trucs ici aussi, des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un défi minceur sur TikTok. Des caricatures. C'est important d'apprendre la caricature aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi des choses, parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on peut jouer en famille aussi. Donc, ça peut être intergénérationnel. Donc, ça, les jeunes ne vont pas forcément savoir. Voilà, c'est Jacques Tati. Je suis jeune, mais je connais Jacques Tati quand même. Très, très jeune. Pas forcément savoir de quoi il s'agit, mais par contre, les plus âgés vont deviner. Donc, l'idée, c'est effectivement de retrouver, je dirais, un plaisir de regarder les images et de les interpréter. Pas uniquement de les décoder à partir d'une grammaire figée, mais de redonner confiance aussi aux élèves dans leurs interprétations, un plaisir de l'interprétation un peu libre. C'est pour ça qu'on n'a pas mis systématiquement de petites légendes. Hein. Oui. Elles sont toutes dans le livret pédagogique, mais nous, on laisse libre pour que les échanges, les partages de points de vue autour de la table, ça permet de construire en fait des interprétations collectives, voilà, de retrouver ce Parce que ce qui est fondamental, j'y fais référence aussi tout à l'heure à cette loi qui a instauré justement l'éducation aux médias et l'information à l'école depuis 2013. Il y a aussi cette idée de se dire qu'il faut pouvoir comprendre la perspective de l'autre. Le fait de finalement décorréler ce jeu et cette balade dans cette ville de l'information, Semocity, des écrans et des réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir se donner la chance de redécouvrir la perspective de l'autre et le goût du débat. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui se passe aussi avec les images, c'est qu'elles passent très vite. Hein. C'est éphémère, c'est accéléré. Et donc, on n'a pas le temps, en fait, de travailler dessus. Et là, l'idée, c'est effectivement de passer du temps sur les images, du temps à débattre autour et d'écouter l'autre aussi. Et donc, voilà, donc tout le système du jeu repose aussi là-dessus. Au début, on échange sur nos émotions. Donc, quelle est ton émotion par rapport à telle image ? Donc, déjà, on comprend qu'on n'a pas tous la même émotion par rapport à une image donnée. Certains vont ressentir de la joie et d'autres du dégoût ou de la peur. Mais pourquoi ? Donc, on discute quelles sont les raisons, en fait, qui font qu'on n'éprouve pas les mêmes émotions. Et après, on passe à d'autres cartes questions qui vont permettre d'approfondir, mais toujours sur un mode ludique. C'est-à-dire, si on devait enlever un élément de l'image, lequel et pourquoi ? Voilà. Et donc ça, c'est des jeux de sémiotique qui sont un petit peu détournés, mais qui permettent, je pense, à mon avis, de retrouver un petit peu de plaisir autour des images. Et on trouve aussi d'ailleurs des images issues des manuels scolaires. Et on a constaté, parce qu'on a fait pas mal d'allers-retours avec le terrain, évidemment, on l'a testé, que les élèves ont du plaisir à retrouver des images qui sont dans des manuels scolaires, hein, comme La liberté guidant le peuple. Et là, ils parlent de choses dont ils ne parlent jamais. Voilà, celle-ci. Ça tombe très bien. Il y a une osmose sur ce plateau. On a aussi La liberté guidant le peuple dans la classe autonome et la boîte matérielle de la classe autonome. On se rend compte que, par exemple, les seins nus de la Marianne, ça choque, en fait, ça peut choquer quelques élèves. Et en fait, c'est des choses dont on ne parle jamais forcément. Voilà. Donc là, ça leur permet aussi de se réapproprier ce travail d'interprétation en dehors d'un cadre très strictement scolaire. Juline, vous diriez aussi que ça permet d'ouvrir le dialogue, tout simplement, de pouvoir laisser aussi la chance à ces élèves de pouvoir poser des questions, de pouvoir ouvrir la parole.
Oui, parce qu'en fait, dans la classe autonome, souvent, ils travaillent en groupe. Alors, on laisse la liberté de travailler seul ou à plusieurs, mais les adolescents, quand même, ils sont dans l'âge social, ce que Montessori appelait l'âge social, donc ils aiment travailler ensemble. Et donc, ils se questionnent ensemble, ils s'entraident, ils se posent des questions aussi, et chacun va faire référence à sa propre symbolique, etc. Donc, oui, ils ont cette liberté dans la classe autonome qui est très, très importante et qui leur fait beaucoup de bien, surtout à l'adolescence. C'est si simple que ça, d'ailleurs, je vous pose la question à toutes les deux, mais de gérer la liberté de ces apprenants. Non, c'est pas si simple que ça. Moi, je dis toujours aux enseignants, il faut faire un deuil d'une certaine façon d'enseigner avant de passer à la classe autonome. Moi, j'y suis pas venue du jour au lendemain. La première fois qu'un formateur m'a dit qu'il faut arrêter de faire des cours magistraux, je me suis braquée. J'ai dit non, moi, j'adore raconter des trucs. Donc, oui, il y a un long chemin, un cheminement à faire de pensée. Il faut tester des choses, il faut tester petit à petit. Faut pas que ça soit faut pas que ce soit une souffrance de changer de pédagogie. Donc, faut y aller à son rythme aussi. Il faut laisser aussi les enseignants aller à leur rythme, pas que les élèves. Nolwenn. Moi, je trouve que les enseignants sont formidables, en fait. Déjà, ils arrivent à créer des outils. J'ai trouvé ça... voilà. Et non, je les trouve très ouverts sur le fait de vouloir renouveler leur pédagogie, être tout le temps, en fait, dans un questionnement sur leur pratique. Et là, les questions qui se sont posées au niveau du jeu, c'est effectivement comment on occupe une classe entière. Effectivement. Donc, on peut faire des équipes, on peut intégrer ça au sein d'une séquence pédagogique, on peut faire plusieurs équipes différentes. Donc voilà, en fait, il faut réorganiser la classe différemment, en îlot, pour pouvoir jouer. Mais ça se fait très bien. C'est plus la liberté guidant le peuple, c'est la liberté guidant l'éducation et l'innovation pédagogique. En parlant justement de taille de classe, parce que là aussi, on peut se dire que ces pédagogies qui vont permettre à la classe de s'emparer de son autonomie d'apprentissage, elle peut fonctionner, oui, mais à quelle échelle? Vous dites, Juline, que pour la boîte matérielle de la classe autonome, vous avez préparé ces outils pour une classe de 25 élèves environ. C'est le bon format? Alors, le matériel qui est dans la boîte, c'est pour une vingtaine d'élèves, effectivement, mais la pédagogie de la classe autonome, il n'y a pas de limite, enfin si quand même, mais je veux dire, on l'a testé dans des classes de 37. Donc, justement, l'intérêt de les mettre en autonomie, c'est de pouvoir gérer des classes aujourd'hui qui sont très chargées. Ouais. Donc, c'était ça aussi. Moi, quand j'ai créé la classe autonome, moi, j'avais des classes de 30 pâtissiers. Je savais faire de l'autonomie en soutien scolaire à 5 élèves. À 30, je ne savais pas. Et donc, j'ai dû apprendre à le faire. Mais la classe autonome, oui, l'intérêt, c'est qu'on peut aller jusqu'à... Il serait 45, ça serait pareil, ils sont en autonomie. Ouais. Enfin, ce serait pareil. C'est un peu plus fatigant parce qu'il faut quand même contrôler. Mais oui, c'est une pédagogie l'un des moteurs, ça a été comment je fais pour faire classe à 30 pâtissiers. Et justement, réussir à pouvoir faire aussi un effet d'échelle. Pour Semiocity aussi, on peut jouer jusqu'à combien d'élèves se mettre dans encore une fois, ces rues de cette ville des médias et de l'information à combien? On est parti sur 4 x 2. C'est-à-dire qu'on peut jouer soit tout seul, soit en binôme. On échange encore plus. Donc, c'est plutôt un jeu plus petit, voilà, un plus petit comité. Mais on peut en fait, l'idée, c'est d'intégrer aussi Semiocity dans une séquence pédagogique. Donc, l'enseignant peut travailler autre chose avec une autre partie de la classe pendant ce temps-là, ou alors ils peuvent acheter plusieurs exemplaires du jeu. Par exemple. Ça peut vous faire plaisir. Bonne idée. Ça peut faire plaisir à Hachette aussi, hein, vous me direz. Je crois que tu vas voler la boîte matérielle de la classe autonome à Juline. Non, mais si tu es parti. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ateliers drapeaux, classe autonome. C'est ce qui permet de replacer des choses sur... ça peut être une image, ça peut être une carte, ça peut être des documents avec des statistiques, des tableaux en gestion, par exemple. Ça peut être tout ce qui est visuel, une image, un tableau. Ça s'utilise dans beaucoup de matières. Et donc, c'est très efficace parce que l'élève manipule. Parce que l'exercice de la liberté guidant le peuple, pratiquement tous les professeurs d'histoire-géographie le font en classe. Là, la différence, c'est que l'élève, il est confronté à la difficulté et c'est à lui de placer au bon endroit les drapeaux, les petits totems, les personnages. Et moi, je me rends compte vraiment depuis 4 ans que je le fais, même encore aujourd'hui, je suis bluffée du pouvoir de la manipulation. Et justement, le fait, encore une fois, de pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis de ces apprentissages et des savoirs qu'on a entre les mains. Gaël, dernière question avec toi. Complètement. Moi, pour être kinesthésique, j'ai besoin de toucher pour comprendre. Et ce que je fais avec les petits que j'ai dans mon observatoire de temps en temps, c'est important pour eux d'entendre le bruit des robots astronomiques, le bruit que font les instruments, pour qu'ils puissent se projeter et comprendre un peu aussi nos métiers qui sont parfois complexes.
toucher du doigt le savoir et les apprentissages. On l'a fait avec vous aujourd'hui, mesdames, sur ce plateau, en tout cas avec toi aussi, Gaëlle. Merci infiniment, Juline Anquetin-Rowe, d'être revenue nous voir dans l'école du futur. On vous retrouve évidemment avec cette boîte matérielle de la classe autonome. On vous retrouve Nolwenn Tréondard avec Semiocity, avec aussi vos 2 co-créatrices pour ce jeu. C'est aussi chez Hachette. Et on te retrouve très bientôt, Gaëlle, dans cette émission. Nous, on se dit à demain. À demain pour de nouvelles aventures, évidemment.